du nekk oui du nekk non. Farba Ngom ay brouette la doon puus barki démb dama koy wax bul ma ko wax. Alors, mais vous ne prendrez pas la. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous recevoir à Média Actu. Que ce soit pour réclamer justice ou pour faire éviter l'aggravation des tensions politiques à Dakar ou à Conakry, cette figure emblématique de la société civile joue un rôle prépondérant auprès de ses concitoyens. Un pionnier très connu dans le continent noir qui se donne à fond dans son domaine pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut. Quand la vie est chère pour les prolétaires et qu'aux lèvres des bourgeois, la sève n'est pas montée pour chanter la joie pascale, il est toujours là pour défendre son peuple. Cet homme de médias d'une grande envergure est le fondateur d'Africadium Center. Il est l'ancien président de la RADDHO, ancien président du Comité sénégalais des droits de l'homme, ancien directeur régional d'Amnesty International. Il est en même temps expert indépendant des Nations Unies. Il a aussi enseigné près de 30 ans au CESTI, comme vous le voyez, à la faculté des lettres, comme il le dit. Comme vous le voyez, le CV est bien cousu d'or. Nous voulons nommer M. Alioune Tine. M. Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir à Média Actu pour parler de la situation politico-judiciaire du Sénégal. Merci beaucoup à Média Actu et à tous les auditeurs de Média Actu. Merci de votre invitation. La première question, M. Tine, est la suivante. Mimi Touré est déchu de son poste de député. Pourquoi avez-vous qualifié ce fait de triste dans votre réaction d'hier sur Twitter? Oui, mais tout simplement parce que Mimi, d'abord, il faut que je le dise, c'est une vieille amie de plus de 30 ans. Et puis Mimi, quand même, par son parcours, ses compétences qui sont multiples, est une femme que je dirais exceptionnelle. Et que l'Assemblée nationale a besoin de grandes dames comme Mimi Touré pour faire avancer le pays. Donc, j'estime effectivement que c'est l'Assemblée nationale qui est privée quand même d'une dame de qualité. D'ailleurs, ceux qui l'ont déchu le savent, parce que quand même c'était la tête de liste de Benno Bokk Yakaar qui l'a déchu. Mais la posture où elle était, il me semble que c'était une bonne posture pour le pays. Il ne fallait pas le faire, d'autant plus que la légalité de cet acte aussi est vraiment contestée. J'ai vu des députés saisir la Cour de justice de la CEDEAO au Togo et dans certains pays. J'ai l'impression que si elle saisit la Cour de justice de la CEDEAO, elle peut avoir gain de cause. Alors, Monsieur Tine, il y a juste une dizaine d'années, vous avez dirigé une révolution au prix de votre vie pour sauver la démocratie sénégalaise avec M23. Aujourd'hui, vous recevez beaucoup d'attaques et de critiques de part et d'autre, de la part du pouvoir comme de l'opposition, suite à votre sortie de ces derniers temps. Quels sont vos sentiments face à ces réactions? Écoutez, je suis très serein, très tranquille, je suis habitué. Vous savez, la démocratie, c'est un long chemin. Et nous aussi, on a mis la main à la pâte. D'abord, quand il s'agissait du président Wade lui-même, vraiment dans les années 88, c'était presque les années de naissance de la RADDHO. On organisait des manifestations la nuit. Les concerts de casseroles, on en parle aujourd'hui, mais c'est à l'époque qu'on le faisait. Et effectivement, quand il fallait dénouer aussi, on parlait au pouvoir et on arrivait effectivement à ce que les gens soient libérés. Nous l'avons fait en 94, nous l'avons fait à beaucoup de circonstances. En 2000, les gens l'oublient, nous avons fait la médiation entre Diouf et Wade, et c'est nous qui avions fait également l'observation des élections en 98, 2000, dont les rapports sont bien connus et appréciés, pas seulement au Sénégal et ailleurs. Donc, mais après, quand Wade s'est installé au pouvoir, Wade m'a envoyé son directeur de cabinet pour me dire, Alioune, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit non. Nous, on s'occupe d'abord de la RADDHO. Wade m'a proposé beaucoup de choses. L'Afrique aide l'Afrique.
C'est à moi que Wade a fait la proposition, avant même qu'il ne soit au pouvoir. J'ai dit, écoutez, on était à la rado. Donc, c'est un choix d'être dans la société civile, de travailler dans la société civile. Bon, maintenant, le M23, là aussi, les gens ont dit que Wade Alioune était encagoulé. C'est d'abord, le terme encagoulé est sorti avec, comment dirais-je, Maître Wade. Mais Maître Wade a énormément de respect pour moi. Il le sait, même pendant cette période, quand j'ai été effectivement violemment et bestialement agressé, et bon, il voulait me voir. Et il m'a envoyé aussi sa fille qui est venue me voir. Donc, Wade avait des rapports très affectifs avec moi. Mais quand effectivement le président Macky Sall aussi avait des problèmes, on était là. Tout ça, c'est pour défendre les principes démocratiques, parce que la démocratie ne peut pas marcher sans opposition. Si effectivement vous éliminez l'opposition, vous n'avez plus de démocratie. Donc, mais bon, la démocratie, c'est un long chemin, c'est pas parfait, c'est petit à petit. Et puis, bon, ce qui est arrivé aujourd'hui, je comprends. Donc voilà, de toute façon, nous, on est là, pas seulement au Sénégal, on est également en Afrique, au cœur vraiment d'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où la crise a été la plus dure. C'est l'épicentre même de la crise que nous surveillons pour les Nations Unies. Donc, moi, je dois y aller bientôt. Donc, je vais dans le centre, comme à Mopti, où effectivement, quand on bouge, on est dans des voitures blindées, on est accompagné par des chars devant et des chars derrière. On est habillé avec, comme vous le savez, hein, les gilets pare-balles, casquettes. J'ai été à Kidal, comme à la guerre. À Kidal, c'est autre chose. Quand vous sortez pour aller voir les représentants là-bas, des groupes armés, mais vous avez plus de 10 à 15 ou 20 personnes armées qui sont comme ça, en face. Là où vous voyez les gens, ils sont au-dessus, avec les armes. Et puis on va aller voir les gens dans ces conditions, on discute pour que la paix revienne, pour qu'on respecte les trucs. Donc, vraiment, nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas seulement dans la théorie, nous sommes sur le terrain. Et également, en tant que sémiologue et pragmaticien, c'est ce que je ne dis pas toujours. Hein. Donc, nous savons décrypter les signes et nous savons également communiquer pour se faire entendre. Et effectivement, nous l'avons fait cette fois-ci. Et je pense que nous avons été entendus. Parce que même les attaques sont des signes positifs que nous vous avons entendus. On ne nous a peut-être pas compris, mais on nous a entendus. Vous savez, quand vous êtes en train de faire de l'alerte d'urgence, des fois, votre voix peut être inaudible. Vous pouvez dire Hé! À partir de ce moment, tu attires l'attention. C'est ce qu'on a fait. La tonalité. Et ça, c'est pour être entendu. Maintenant, il ne suffit pas tellement, quand quelqu'un, un lanceur d'alerte, envoie une alerte. Vous entendez, mais il faut réagir. Pour réagir aussi, nous avons donné des recommandations très concrètes. Le lendemain, nous avons fait un communiqué de presse pour dire « parlez-vous ». Parce que même en temps de guerre, les ennemis, ils se parlent. Ils se parlent jusqu'à arrêter la guerre, s'asseoir sur une table et résoudre le problème. Et le problème que nous avons, il faut bien le dire, c'est un problème de sécurité d'État. Quand vous avez un problème de sécurité d'État, il faut l'analyser froidement. Froidement, mettre toutes les passions par terre. Aujourd'hui, c'est les passions, c'est les haines de tous les côtés. Moi, je me fais taper de tous les côtés, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Mais ça aussi, c'est notre temps qui est comme ça. C'est un temps de passion, c'est un temps d'émotion, c'est un temps où la haine s'exprime, où la violence s'exprime. Partout où on tourne la tête en Afrique de l'Ouest, on voit la violence. Donc, les voix qui parlent de la paix sont des voix encore faibles. Donc, il faut qu'elles s'expriment assez fortement pour que les gens comprennent et qu'ils sachent que l'intérêt du pays aujourd'hui, c'est effectivement que les gens se calment, que les gens se parlent
et que les gens préservent ce que nous avons de plus cher dans ce pays, qui est la stabilité, qui est la paix. Voilà, je pense que c'est extrêmement important de le dire par les temps qui courent. Parce que quand tous les signes avant-coureurs que je vois, c'est pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où je vois des signes avant-coureurs de cette nature. Où également, au niveau de l'opposition, les gens se préparent à la mort. Ouais, quand les gens disent qu'ils se préparent à la mort, qu'on fasse allusion à des testaments, qu'on fasse allusion également, comme on dit, je le tue ou il me tue. Et de l'autre côté, qu'on soit en train de recruter des auxiliaires, 2000, de renforcer la sécurité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dépassé, si vous voulez, les problèmes d'origine, qui sont les problèmes de meurtre, pour arriver à un autre problème qui est un problème d'enjeu de pouvoir. Et un enjeu de pouvoir qui est devenu un enjeu de vie et de mort. À partir de ce moment-là, il faut qu'on s'arrête. C'est extrêmement qu'on s'arrête et qu'on essaye, par le dialogue, par la discussion, par le débat politique, parce que même le fait effectivement de contredire Alioune Tine, on est dans le débat politique. Ce qui est mauvais, c'est les injures. Il faut arrêter les injures, il faut arrêter les attaques, comment dirais-je, ad hominem. Mais qu'on soit dans le débat. Le débat, il est intéressant. C'est le débat qui fait avancer la démocratie. Donc, moi, je ne suis pas, comme on dit, un oracle. J'ai beaucoup d'expérience quand même. Depuis les années 93, je suis dans la construction de la paix. Je suis dans les médiations. En Casamance, je pense que nous avons déclenché la chose avec le président Abdoulaye Wade, qui nous écoutait. Le président nous écoutait. Même quand il a organisé le conseil présidentiel sur la question de la Casamance, après avoir discuté avec moi, c'est sur la base de mes recommandations, même les personnalités qu'il fallait inviter avec le général Fall, c'était avec nous que tout cela a été fait. Et également, quand on a mis les accords de paix pour la première fois, nous, on était dedans. Mais cette période, Macky l'a vécu avec moi, il était Premier ministre. Donc, je pense qu'il sait, mais il faut qu'aujourd'hui, qu'on mette des limites à la politique pour que la politique ne soit pas la source d'effondrement de nos institutions, de nos États et de l'instabilité politique dans le pays. Et justement, pour parler de votre posture par rapport à cette thématique, on va un peu basculer dans le débat. Aujourd'hui, février 2021 et bientôt février 2023, 2 ans qu'Adji Sarr accuse l'opposant Ousmane Sonko de viols répétés et de menaces de mort. Ce dossier qui s'éternise en quelque sorte, il a été à l'origine de tensions meurtrières et continue de tenir le pays en haleine. Quelle est votre analyse de l'état actuel de ce dossier? Écoutez, moi je ne veux pas entrer dans le dossier. J'écoute bien, j'écoute tout ce qui se passe. J'estime que autant Ousmane Sonko a des droits fondamentaux, même si c'est un leader politique, autant également Adji Sarr a des droits. Maintenant, quelles sont les conditions pour que si procès il y a, que ça ne débouche pas à la casse, que ça ne soit pas un procès, mais que ça soit effectivement un clash. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça, les causes, ça peut être des choses tout à fait anodines qui font basculer. Vous savez, quand même, quand vous regardez mars 2021, moi j'ai regardé mars 2021 et j'ai fait beaucoup d'alertes pendant cette période. J'ai interpellé tout le monde et les gens m'ont dit, Alioune, prends ton bâton de pèlerin, pars. Les gens m'ont trouvé ici pour me dire, écoute Alioune, il faut nous aider pour aller voir le président de la République pour demander de libérer, pour calmer le jeu. Je suis parti, je suis resté de 20h jusqu'à 2h du matin. Je vais parler. J'ai continué le travail. Jusqu'à ce que, même quand ça a abouti à, comme on dit, entre les mains des chefs religieux, mais c'est parce que nous avons réuni tous les représentants des chefs religieux ici. Et puis après, ici à Afrikajom Center, j'ai les photos encore avec moi. Et ils ont quitté ici pour aller à l'Institut islamique, faire les déclarations, et puis ensuite aller à Touba. Celui qui me rend hommage, et qui fait que absolument rien ne peut me toucher dans ce dossier, vraiment, comme on dit, c'est Serigne Mountakha. Quand je le vois,
voilà, c'est vraiment, il me regarde, il m'envoie un sourire lumineux, extraordinaire, pour me dire que toi, tu ne marches que pour la paix. Mais je ne peux pas avoir... oui, ce n'est pas aujourd'hui, depuis longtemps, avant qu'il ne soit calife. Il m'invite, comme on dit, vraiment avec la grande teranga. Et il m'a offert un livre écrit par son père, ou Serigne Bassirou Mbacké, que je connais. Moi, je suis de Kaolack. J'allais souvent serrer la main à Serigne Bassirou Mbacké. J'entrais dans la maison, c'était très simple. On entrait là-bas, il y avait les canaris, on buvait, et puis on continuait quand on était tout gamin. Donc, je lui rappelle ça. Ça veut dire que les liens qu'on a, c'est des liens historiques. Et c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui comprend. C'est un homme extraordinaire, d'une bonté extraordinaire, d'une générosité extraordinaire. Mais quand cet homme vous regarde, vous dit, et puis publiquement, que vous, chaque fois que je vous vois, je sais que les pas que vous faites, c'est pour la paix. Que les autres disent ce qu'ils veulent, vraiment, là, ça me suffit. Ça me suffit, c'est un gris-gris. Voilà, c'est un gris-gris pour moi, voilà. Bon, on va essayer de rester dans ce dossier. Ousmane Sonko et ses partisans qualifient ce dossier, je cite, de complot politique que poserait le président Macky Sall pour l'empêcher d'être candidat aux prochaines élections présidentielles de 2024. Et vous, comment trouvez-vous leur analyse? Écoutez, moi je n'entre pas dans le dossier et je le fais effectivement sciemment, je le fais par expérience, je le fais pour ne pas dévier de notre objectif qui est de trouver quand même un moyen où les principaux acteurs se parlent pour éviter vraiment pour éviter le basculement, parce que nous avons frôlé le basculement au mois de mars et j'ai l'impression que si absolument rien n'est fait pour que les gens dialoguent et qu'on trouve une solution, y compris de résolution de ce procès de façon pacifique, on n'en sortira pas. Et il y a des moyens de trouver une résolution pacifique, y compris même pour avoir un procès qui soit un procès équitable. Parce que le procès équitable, il est extrêmement important. Une justice indépendante, c'est extrêmement important. Et de mon point de vue, voilà, la polémique, on l'a entendu même avant-hier. Voilà, ça c'est un problème. La perception que les gens ont de la justice, des décisions de la justice qui font polémique, surtout quand il s'agit d'hommes politiques. Et ça, il faut le dire. Il faut qu'on attire l'attention. Si on veut avoir une démocratie qui soit saine, il faut que la justice soit une justice indépendante et rende des décisions qui ne donnent pas l'impression que chaque fois que quelqu'un, effectivement, est dans une situation où il peut compétir, il peut avoir des ambitions présidentielles, qu'on ne le liquide pas. Et ça, il me semble que c'est ça qui nous a amené dans cette cristallisation qu'on est en train de vivre. C'est une cristallisation du problème parce que, effectivement, soit c'est la justice pénale, soit c'est la justice constitutionnelle qui fait que, effectivement, certains comment on dit, des opposants sont tout simplement écartés. Moi, je viens là dans une analyse des institutions publiques parce que nous avons vu des cas ailleurs en Afrique. Bon, que ce soit la question du 3e mandat, que ce soit en Côte d'Ivoire, il y a eu des centaines de morts. En Guinée, il y a eu des centaines de morts. Voilà, le fait aussi d'enlever, de vouloir d'écarter ou d'éliminer un adversaire politique, quelle que soit la situation, a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Coupé en deux. Et les gens étaient passionnés. Les Ivoiriens, ils se disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui nous arrive? Moi, j'étais là-bas dans les années 2000. J'ai été voir tout le monde dans des conditions où même Ouattara n'était pas sur place. On a vu son truc. Lui, il a été obligé de faire le mur, aller à l'ambassade d'Allemagne, trouver la protection.
Et il a fallu effectivement beaucoup de micmac pour l'exfiltrer et puis le faire partir. Et ça aussi, c'était des négociations même que les gens faisaient entre Gbagbo et le président de l'époque. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention et qu'on prenne, qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans le passé. Il n'y a pas une crise que je n'ai pas vécue. Et puis, quand on m'écoute, on règle les problèmes. En 2005, en Guinée-Bissau, c'est le procureur général qui est venu me voir. On était là-bas en observation des élections. Il me dit, Alioune me dit, voilà, on avait terminé et c'était des législatives. Les gens devaient partir. Il me dit, Alioune, il ne faut pas partir. Je dis, ah bon? Il me dit, non. Moi, j'étais à la fois dans le truc de la francophonie, l'équipe de la francophonie, parce que les francophones, la francophonie connaissait quand même mes relations avec la Guinée-Bissau, tout ce qu'on avait fait à l'époque. Et en même temps, Wade a fait son équipe et il m'a mis dedans. Bon, j'ai dit aux gens quand ils sont arrivés, bon, vous me donnez le billet, mais je suis déjà là. Et comme je connaissais bien la Guinée-Bissau et les gens, le procureur général est venu me dire, Alioune, il faut faire extrêmement attention. Si vous partez, il y aura un coup d'État. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Il m'a dit, ne partez pas, dites à la francophonie de ne pas partir. À l'époque, c'était Buyoya qui dirigeait l'équipe de la francophonie. J'ai dit à Buyoya, il ne faut pas partir. Il m'a dit non, je m'en vais. J'étais coincé. Je téléphone à Doudou Wade. J'ai dit, Doudou Wade, je viens d'avoir une information capitale. On ne doit pas quitter, il faut qu'on reste. Doudou Wade me dit, appelle-toi même le président Ablaye Wade. Je prends mon téléphone, j'ai appelé. Quand je l'appelle, il prend. Ou quand il n'est pas là, je dis, dites-lui de me rappeler. Il me rappelle tout le temps. J'ai dit, ah, président, il faut absolument intervenir rapidement, sinon il va y avoir un coup d'État en Guinée-Bissau. Mais Wade m'a dit, ah bon? Il m'a dit, oui. D'où ça vient? Je lui donne toutes les explications. Mais le lendemain matin, mais écoute, il y avait déjà Gadion qui était là. Il y avait Aïcha qui était, comment dirais-je, la ministre des Affaires étrangères. Non. Ça, c'est Aïcha, c'était la ministre des Affaires étrangères du Niger. C'était pas à l'époque de Aïta Tatal. Et puis, il y avait le Nigeria qui avait amené également son ministre des Affaires étrangères. Je pense que l'OUA, au niveau de l'Union africaine, c'était Obasanjo qui était le président. Et également, comment dirais-je, à la CEDEAO, c'était Mamadou Tandja. Ils étaient là. Ils ont discuté. Ils ont amené les militaires pour leur parler. Moi-même, je leur ai dit quel type de discours il fallait dire aux militaires pour régler le problème. Et on a évité un coup d'État comme ça. Donc, il faut faire attention quand nous, avec toutes les connaissances que nous avons, et puis tout le travail que nous avons fait, tout le parcours, quand on parle, je pense qu'on ne parle pas comme ça, on ne jette pas les mots en l'air. Et vraiment, nous, notre alerte, c'est une alerte. Et quand on regarde et qu'on est quand même vraiment honnête et lucide pour voir les signaux, parce que ce qui est en train d'arriver est une crise tout à fait inédite. Dans un contexte où le monde change, et change vite, dans un contexte où la configuration géopolitique de l'Afrique de l'Ouest a changé très vite entre 2020 et maintenant, exacerbée aussi par la crise ukrainienne. Depuis quand nous on part en Ukraine, en Russie et en Ukraine? Et pourquoi on y va? Cette crise est complexe, cumulative. C'est non seulement crise de sécurité, crise alimentaire, crise énergétique, sanitaire et tout. Donc, quand vous voyez ça, et maintenant, quelles sont les causes des crises? Qui crée les crises à l'heure actuelle? Qui fait en fait que la plupart du temps, les régimes tombent? Si vous avez les religieux, si vous comptez dedans, comme au Mali, il y a beaucoup de jeunes. Sinon, c'est ce qu'on appelle les panafricanistes, urgence panafricaniste. Ils ont une influence au Mali. Ils ont une influence au Burkina. Vous ne pouvez même pas gouverner avec ces jeunes-là. Donc, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais urgence
panafricanistes, ils sont là à Dakar. Donc, c'est une nouvelle idéologie qui arrive, une nouvelle perception de ce qu'on appelle l'impérialisme, avec l'idéologie décoloniale, qui est beaucoup plus radicale, qui fait appel à cette mémoire douloureuse des Africains, de l'esclavage, à la colonisation et à l'impérialisme, qui sont beaucoup plus radicaux, qui ont une approche beaucoup racialiste que ce que nous-mêmes on faisait à l'époque. Et font appel à l'émotion. Et ça, là, c'est ça qui fait que les situations que nous avons avec cette espèce de différenciation entre, si vous voulez, la culture des vieux, moi j'en fais partie, hein, qui n'utilisent pas ces outils. Regardez ces outils. Vous avez votre caméra, vous avez votre portable et vous parlez au monde entier. Et maintenant, avec ces outils, il y a le mensonge, les fake news. Il y a des montages. Si vous n'avez pas des gens assez forts aussi pour créer le débat à l'intérieur, or les universitaires sont out dedans, il y en a très peu. Ça, les nouveaux outils technologiques, ça aussi, c'est presque un changement de civilisation. On est dans une autre civilisation, une autre culture. Et si vous ne savez pas analyser ça, vous êtes out. Et ce qui est dommage, c'est que même l'université n'est pas dans cette culture. L'université n'est pas dans cette culture. L'université n'utilise jamais des experts comme nous, alors que nous sommes utilisés quand nous allons dans les universités étrangères. On nous sollicite, nous parlons, etc. Or, le savoir, ce n'est pas seulement à l'université. Il y a un grand savant qui dit que les têtes sont tombées dans les ordinateurs. Tout le savoir que vous voulez, si vous allez dans les ordinateurs, vous les trouvez. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans le dossier pour dire qui a tort, qui a raison, c'est comme ci, c'est comme ça. Je suis avec beaucoup d'intérêt. Mais il faut voir mon angle d'attaque. Mon angle d'attaque, c'est la question de la sécurité. Et c'est sur ça qu'on travaille, où on organise des débats. Et c'est sur ça, on connaît bien ce qui se passe. On connaît bien quand ça commence. Ici, pour un petit truc, pendant le mois de mars, tout était fermé. Il n'y avait pas de circulation. Moi, ce jour-là, j'étais parti à Touba, je venais, j'étais ahuri, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On était sur des braises. Il s'en est fallu de peu. Exactement. Faut-il recommencer cela? Faut-il prendre des risques? Parce que faut-il une prise de risque qui demain va avoir des développements que nous ne pouvons plus contrôler? Il faut faire attention. Maintenant, quand même, il se manifeste des fractures communautaires que nous n'avions jamais vues sur le champ politique. Et ces temps-ci aussi, ça fait partie des caractéristiques. Moi, j'ai vu les fractures communautaires. J'ai vu les conflits intracommunautaires. Et la plupart du temps, des conflits que nous avons dans la sous-région, c'est des conflits intracommunautaires. Maintenant, les conflits intercommunautaires, c'est des guerres civiles. Moi, j'ai entendu des gens qui disent, mais bon, ils ne savent pas ce que c'est. Mais quand on est dedans, c'est comme si on est dans du sable mouvant. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Donc, il nous faut éviter cela au Sénégal. C'est pour ça qu'on a tapé assez fort pour que les gens entendent, que les gens débattent et que les gens trouvent les solutions. Et la solution, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Un, c'est le dialogue. De deux, vous savez, ici, les gens, ils ne s'appuient pas sur les think tanks qui peuvent vous donner des perspectives, qui peuvent voir les choses qui viennent. Et ça, nous l'avons fait après. Il y en a dit, réfléchissez, tirez les leçons de ce qui s'est passé au mois de mars. Après, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas dialogué. Il y a eu les élections. Mais les élections, les dernières élections là, mais quand tu as des résultats comme ça, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Politiquement, tu ne peux pas le faire. Parce que la représentation nationale a totalement changé. C'est-à-dire que le pays est en train de changer, est en train de bouger, et les politiciens et le pouvoir, ils font du surplace. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a dit, faisons une transition négociée. Faisons des compromis. Moi, je suis contre l'insurrection. Je le dis, contre effectivement tout ce qui peut bousculer et qu'on ne pourra pas contrôler par la suite. Et les insurrections en Égypte,
comment on dit, en Tunisie, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Au Soudan. Des fois, ça amène des dictatures plus fortes encore. Donc, moi, je dis la solution aujourd'hui, il faut être vraiment lucide, réaliste. Il faut être réaliste pour dire, asseyons-nous, discutons. Moi, je dis transition, négocier, compromis. Parce qu'il y a des moments où c'est les compromis. C'est tellement fragile dans la sous-région que l'usage de la force, c'est la chose la plus mal indiquée. Parce que il y avait combien d'armées au Mali? Ils n'ont pas pu régler les choses. Il n'y a pas seulement les armées qui règlent les choses. Les questions de sécurité, c'est des questions holistiques. Et il faut en discuter, pas seulement avec les experts des armes, mais en discuter avec tout le monde. Pour que chacun soit responsable de la sécurité du Sénégal. Quand vous arrivez à ça, vous avez protégé votre pays. C'est ce que les Américains font. La plupart de certains pays, ils font la même chose. Mais ici, il n'y a pas d'éducation. Le patriotisme est faible. Ce qu'on suit, on suit. On aime quelqu'un, on dit, voilà, c'est un tel. Moi, je vois la répétition des récits. Je vois, dans les années 2011-2012, l'histoire de Firaona. C'est Macky Sall même qui racontait ça. Aujourd'hui, qui raconte l'histoire de Firaona? C'est les gens de Pastef. Est-ce qu'on a avancé? Hein? On n'a pas avancé. Voilà. On se plaît à sortir à Firaona et dans des légendes comme si la réalité dans laquelle on vit n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Attention. Donc, moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Justement, on va essayer de rester dans ce volet, mais cette fois-ci, on va parler du rapport de la Cour des comptes. Comme vous le savez, le rapport de la Cour des comptes a vraiment créé une onde de choc dans le débat public sénégalais, avec ses dérives dans l'exécution des marchés du ministère, notamment de la Santé, de l'Action sociale, dans la gestion des fonds de riposte à la COVID au Sénégal. Quel est votre point de vue sur ce rapport? Écoutez, le grand problème que nous avons un peu partout en Afrique, c'est le problème de la gouvernance. Et le problème de la prédation des ressources publiques, des fonds publics. Ça, c'est un problème un peu partout. Et le problème de la corruption. Et tous ces mots, ça gangrène à la fois et les institutions, et ça gangrène aussi la société. Le point faible, le talon d'Achille du président Macky Sall, c'est ça. Vous savez, il y a la Cour des comptes qui l'a soulevé et ça a quand même suscité une réaction populaire. Les organisations que nous sommes, on a fait une grande manifestation. Nous avons rencontré les pouvoirs publics, le Premier ministre avec ses ministres de la justice, de l'économie, des finances, du commerce. Ce qui est une bonne réaction de notre point de vue. On a discuté pour dire qu'il faut que les recommandations puissent être suivies d'effet. Mais nous attendons. Nous attendons. Mais comme nous sommes en crise cumulative, parce que la crise, elle est sérieuse, alors, il faut éviter qu'une crise chasse une autre et en amène une autre. C'est là où on est. Et ça, il faut prendre conscience que ça ne va plus. On sort la Cour des comptes, on a les accidents, on a ce truc aujourd'hui. Il faut qu'on dialogue sur l'ensemble des problèmes et des questions que nous traversons dans le pays. Parce que ce n'est pas nous seuls qui sommes fragiles. Avec l'Ukraine, l'Europe s'est beaucoup fragilisée. Beaucoup fragilisée sur le plan économique, sur le plan social. Et nous, on regarde tout le temps l'Europe. On n'est même pas conscient de ça. Et l'Afrique, l'Europe n'a pas le temps et ne peut pas régler les crises africaines. C'est les Africains qui peuvent régler leurs crises. Si les Africains ne se parlent pas, pour régler les crises, on va avoir des problèmes. C'est extrêmement rare que je vois d'ailleurs au Sénégal, où l'on parle de la situation des crises au Mali, où l'on parle du Burkina Faso, où l'on parle de la Guinée. C'est rare. C'est très rare. On le fait comme ça. Même dans les journaux, pour trouver des gens qui comprennent les enjeux géopolitiques en ce moment, c'est rare. Tout cela, ça nous manque. Il faut qu'on débatte pour ne pas regarder le Sénégal comme un îlot de prospérité, un îlot de sécurité, mais qu'on puisse effectivement
mettre le Sénégal et l'analyse géopolitique du Sénégal dans le contexte géopolitique régional et dans le contexte géopolitique mondial. Si on fait ça, nous, on est en train de travailler sur ça. On va sortir bientôt un rapport pour voir l'ensemble des questions sur lesquelles nous devons effectivement mettre le doigt, et discuter, et régler pour avancer. Mais vraiment, nous, on est un peu dans ça, donc pour attirer toujours l'attention sur la fragilité de la situation dans laquelle on est en Afrique. Et ces situations, quand on regarde, quand on creuse, c'est une situation qui est générée par les politiques. Donc la question de la gouvernance, pour revenir là-dessus, aujourd'hui, les gens qui ont fait les coups d'État, quand ils regardent autour, ils disent, bon, écoutez, quand ils regardent et évaluent les aspects catastrophiques de la gouvernance, ils se disent, mais on est coincé, à qui on va donner le pouvoir? C'est le problème qui se pose en Guinée. Il ne le fait pas directement, mais en réalité, pratiquement, on est en train d'accuser tous les leaders politiques. Ça aussi, vous le faites. Vous faites une situation où vous dites qu'il n'y a que la dictature qui est possible. Donc, il faut faire attention avec la gouvernance. Il faut faire attention avec la justice. Ce qui peut régler notre problème de gouvernance, c'est que quand on a, comme on dit, un pôle financier, les rapports sortent, on leur donne. Et la justice, bon, s'il y a des gens qui sont innocents, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont tort, il faut qu'ils soient jugés. Et on peut même ne pas choisir la prison comme on dit, finalité, mais en réalité que les gens payent et que les gens regardent qu'il n'y a pas d'impunité possible dans ce pays. Il n'y a aucune forme de dissuasion forte pour, franchement, éradiquer ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de dire. Et c'est tellement scandaleux, la manière dont les marchés ont été donnés de gré à gré, hein, qui ne sont pas donnés à des spécialistes. Mais en réalité, on donne les marchés pour enrichir des gens. Et cet argent-là est souvent utilisé aussi pendant les campagnes électorales, pour ensuite aussi corrompre les électeurs. On est dans un cercle, comme on dit, dans un cercle défectueux de notre démocratie. Il faut qu'on s'assoie et qu'on regarde quels sont les dysfonctionnements de la démocratie. On le fait par le débat, dans la sérénité, avec tolérance, et on trouve ensemble, petit à petit, les solutions. C'est ça, vraiment, que nous demandons par rapport à ce rapport, et nous sommes en train d'y travailler, et on est en train de se réunir et de suivre si les recommandations qui ont été faites et les promesses qui ont été faites par le gouvernement vont être respectées. Et justement, pour rester un peu sur ce rapport, selon vous, quelle doit être la posture en quelque sorte de la justice vis-à-vis de ce rapport? Écoutez, la justice, nous avons d'excellents magistrats dans ce pays. Nous avons de bons magistrats. J'en profite même pour rendre hommage à Cheikh Tidiane Coulibaly qui dit que lui ne regrette pas. C'est un bon magistrat. Nos magistrats sont capables de juger en toute sérénité. Le problème, c'est maintenant un problème structurel qu'il faut créer. Ça veut dire, nous, on a une contradiction. Dans notre constitution, on reconnaît un pouvoir judiciaire. C'est très fort. Même dans la constitution française, ils ne mettent pas pouvoir judiciaire. Ils mettent autorité judiciaire. C'est ça qui est reconnu. Mais en même temps, le procureur, qui est un des maillons les plus forts, il est de l'exécutif. Il reçoit ses injonctions de l'exécutif. Mais le procureur, il est tellement puissant, il est tellement fort. Aux États-Unis, on l'élit. Ça veut dire que quand c'est un pouvoir, quand il est élu, il a à peu près, si vous voulez, la même légitimité que les politiciens qu'il juge. C'est pour ça que ils sont forts. C'est ça le système de check and balance. C'est vrai, nous, on peut aller petit à petit vers ça. Ça veut dire le décrochage. Quand on prend le Conseil supérieur de la magistrature, le président, c'est le président de la République. Son vice-président, c'est, comme on dit, le ministre de la Justice.
Ismaël Madior Fall. Et maintenant, les membres de droit sont tous des membres de haute juridiction nommés par le président Ismaël Madior Fall. Qui contrôle? Ça veut dire que le pouvoir judiciaire, c'est des mots, ce n'est pas encore une réalité. Et en réalité, c'est à cause de ça que la justice régule difficilement les violences politiques dans ce pays. Même les médiateurs, la plupart des institutions, à quoi nous sert le médiateur? Où il est? Même Alioune Badara, si c'est abaissé de paix à son âme, parler, mais souvent c'est la société civile et les chefs religieux qui font de la médiation. Où est le médiateur? Où est la commission africaine? La commission, le comité sénégalais des droits de l'homme? Ça aussi, c'est des structures qui doivent réguler aussi quand il y a des crises comme ça. S'impliquer. Mais quand le président lui-même, il est membre d'un parti politique, il est tout le temps sur le terrain pour faire la campagne électorale et faire de la politique. Mais comment veux-tu qu'il règle les problèmes? Nous, on est parti parce qu'on a proposé une loi. Et la loi qui respecte les principes de Paris, ça veut dire qu'il respecte l'indépendance de la Commission africaine des droits de l'homme. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un président qui contrôle toutes les institutions de la République. À qui appartiennent toutes les institutions de la République? Le président, ce n'est pas un dieu. C'est un homme, il peut se tromper. Et toutes ces nominations-là, sur des postes extrêmement importants, il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a pas d'audition. Mais le président de la Cour suprême, avant de le nommer, il faut le Sénat l'écoute, l'auditionner, pour savoir même s'il est équilibré sur le plan mental, s'il n'a pas un passé. Tout ça, c'est pour protéger et renforcer les institutions. Pour que quelqu'un ne vienne pas prendre les institutions et demain peut-être mettre le pays dans des problèmes. Donc, tout ça, ce sont des réflexions qu'on met dans le panier pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Et ces réflexions ont déjà été faites dans le passé par les Sénégalais, mais pas appliquées. Je pense que les assises, on a fait un travail extraordinaire. On a mobilisé tout le peuple. On a fait des recommandations très concrètes. Même la CNRI, c'est quelques rares recommandations qui ont été appliquées. Il faudra qu'on revienne sur la réflexion. On ne peut pas avancer si on ne réfléchit pas, si on ne s'assoit pas pour discuter ensemble. C'est ça qui fera passer, qui fera, comment dirais-je, avancer notre démocratie. On va essayer de parler du livre de Cheikh Yérim Seck. Vous avez été parmi les premiers à commenter le livre de Cheikh Yérim Seck en le qualifiant, je cite, de bombe à fragmentation. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier et de si spécial avec ce livre? Là aussi, j'ai eu raison. Hein. Ça a été une bombe à fragmentation. Donc, pour ne pas commenter. Disons que moi, ce que je reproche à ce livre, c'est vraiment d'amener des problèmes qui sont des faits divers et qui ont fait effectivement qu'on n'a pas pu quand même discuter des substances, des problèmes importants qui sont dans ce livre, qui sont des problèmes quand même de gouvernance. Donc, et ces problèmes de gouvernance sont en train de faire des problèmes chaque jour que Dieu fait. Je vois, par exemple, le DG de la Sénélec qui dit je demande, d'autres qui disent je demande. Non. Moi, je pense qu'il faut... C'est une bonne chose. Il y a un travail quand même d'investigation qui a été fait. On peut l'apprécier bonnement ou, comment dire, du bon côté ou du mauvais côté, mais ce travail quand même, de mon point de vue, mérite intérêt. Maintenant, pour le reste, franchement, je ne commente pas. Et puis d'autre part aussi, c'est la personnalité assez controversée, vraiment, de Cheikh Yérim aussi qui fait problème. On va essayer de parler un peu des accidents routiers. Comme vous le savez, les accidents choquants des semaines dernières ont plongé en tout cas le pays tout entier dans une désolation inouïe. Quelles sont vos impressions? Bon, écoutez, l'autre jour, on m'a envoyé une vidéo sur la manière dont des Français arrivent ici sur place et obtiennent le permis de façon spéciale. Il me semble que déjà ça, donner le permis de conduire à quelqu'un sur la circulation,
ça doit être une responsabilité qu'il faut quand même réexaminer pour voir si, au moins il y a un minimum d'éducation chez les gens parce que ça c'est c'est-à-dire la culture, la conscience. En réalité, on a une responsabilité vraiment pour la protection de la vie et la protection de l'intégrité physique des gens. Déjà, cette culture, c'est important. Vous savez, quand vous êtes dans certains pays, je vais prendre la Suisse, quand vous traversez, même si c'est rouge, la voiture s'arrête. Dès que vous mettez le pied sur les trucs, la voiture s'arrête. Parce que quand vous faites un accident sur une personne, vous le payez très cher. Ça veut dire que là, on a attaché du prix à la vie humaine. On a attaché du prix à l'intégrité physique. Et ici, c'est des problèmes. C'est maintenant que les choses commencent. D'autre part, c'est effectivement, comme on est un pays pauvre, c'est la vétusté. Après tout ce qu'on a dit, il paraît que hier, il y a eu un accident en pleine ville. Un camion qui n'a pas de truc. Il y a des cercueils qui circulent au vu et au su de tout le monde. Et personne ne comprend qu'effectivement que ces gens noirs ne soient pas arrêtés et que leur voiture soit mise quand même en fourrière. Ça, c'est un problème. Donc, et puis maintenant, pour régler les problèmes, moi, j'estime que les mesures qui sont prises par le gouvernement sont de bonnes mesures. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'ait pas mis le permis à point, parce que ça aussi, c'est un sujet qui fâche. Maintenant, c'est bien, c'est une chose de prendre des mesures. Une autre chose, c'est de pouvoir les appliquer. Donc, il faut bien parler, discuter avec les gens pour vraiment trouver des solutions consensuelles et vraiment voir également comment on va renforcer la formation des chauffeurs ou exiger que les transporteurs forment les chauffeurs, les forment bien. Quand vous allez dans les pays européens, c'est des gens qui ont des parcs qui forment bien les chauffeurs avant de les mettre sur la circulation. Je pense que tout ça, c'est important. Et justement, on va rester sur ces mesures que vous venez d'évoquer. Le gouvernement sénégalais, comme vous l'avez dit, a pris 22 mesures pour en tout cas éviter ces genres de drames. Mais quelques jours après, nous avons noté en tout cas un rétropédalage de la part de l'État. Est-ce que selon vous, un État fort doit réagir de cette façon? Bon, vous savez, un État fort et l'autorité de l'État, ça aussi, ça se cultive. Et puis, un État fort, c'est un État qui est respecté des citoyens, c'est un État qui est écouté des citoyens, c'est un État, si vous voulez, qui a la crédibilité aussi auprès de ses citoyens. Donc, il me semble que quand on doit prendre des mesures, comme celles qui sont prises par le gouvernement, même si ces mesures sont bonnes, je pense qu'il faut les discuter, il faut dialoguer, donc de façon holistique avec tous les acteurs qui sont impliqués. Et à partir de ce moment-là, vraiment, après un bon débat, prendre des mesures les meilleures, consensuelles. Les autres, même si on ne peut pas les prendre, si vous voulez, à court terme, à moyen et long terme, essayer de voir quelles sont les choses qui sont applicables. Il me semble que c'est important parce que des fois aussi, si vous prenez des mesures démocratiques, vous les imposez, écoutez, ça ne marche pas. Bon, on a eu une grève, la grève est finie. Bon, c'est une très bonne chose. Mais bon, moi, je lance encore un appel aux transporteurs pour qu'ils fassent encore plus attention sur la route. Et lancer un appel également aussi aux forces de l'ordre que quand vraiment il y a des cercueils franchement roulants, vraiment de les mettre de côté aussi. Parce que ce qui est arrivé après tout ce qu'on a dit sur les accidents de voiture hier en pleine ville, à la gare, franchement, ça c'est inquiétant aussi. On va terminer cet entretien avec la diplomatie. Monsieur Tine, la semaine dernière, Marine Le Pen, la chef de file de l'extrême droite, un parti en tout cas anti-migratoire qui, si on peut le dire ainsi, n'a cessé d'attaquer les étrangers en France, a été reçu au palais de la République par le président Macky Sall. Certains acteurs politiques ont eu à critiquer en tout cas cette audience en la qualifiant de honteuse. Comment jugez-vous cette audience accordée à une personnalité peu enviable selon certains? Bon, pour moi, tout de même, je suis, je dirais, je n'en reviens pas. Vraiment choqué, je suis profondément choqué. J'ai vécu en France du temps de son père Le Pen, raciste. À l'époque, les gens ne le prenaient pas au sérieux, il n'y avait même pas 1%.
Donc, au fur et à mesure, bien sûr, de les blanchir, de banaliser le racisme, aujourd'hui, c'est eux qui ont fait que le racisme a été banalisé, l'islamophobie a été banalisée, que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Marine, vraiment, je pense que les gens de la diaspora, surtout les Sénégalais de la diaspora, ne vont pas du tout apprécier. Marine Le Pen, qu'elle vienne au Sénégal séjourner, ne pose pas de problème. Quand même, que le président de la République lui donne cette onction, donne une onction à quelqu'un quand même qui préconise la haine, ça vraiment, on est profondément choqué par rapport à ça. Vraiment. Dernière question, M. Tine. Nous allons finir avec cette question à laquelle vous avez déjà répondu quelque part. Si par exemple vous devriez être en entretien avec Macky Sall, comme nous sommes avec vous aujourd'hui, quel mot lui destineriez-vous? Écoutez, moi j'ai mes amis rappeurs qui disent président Baïl Moussed. Oui, les Awadi, ils ont fait quelque chose qui dit Baïl Moussed. À partir du moment où nous avons cette jeunesse qui dit Baïl Moussed, je pense qu'il faut apaiser. C'est ça notre mot. Je dis, président, il faut apaiser. Président, vous êtes un leader de l'Union africaine, vous êtes président de l'Union africaine. Il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple en matière vraiment de construction de la paix, de médiation, parce que vous l'avez fait au Tchad, vous l'avez fait au Burkina Faso. Donc, le président, monsieur le président, les Africains sont inquiets, pas les Sénégalais. Les réactions que j'ai eues après ce que j'ai publié, je l'ai eu et quelqu'un m'a appelé, un ancien ministre des Affaires étrangères, pour me dire, Alioune, tu ne peux pas soupçonner l'impact ici. Dit le papier a circulé jusqu'à Nioro du Sahel. Et des fois, ce sont des militaires qui le publient. J'ai reçu des messages de la Gambie. J'ai reçu des messages de la France. Et ça, c'est des Français qui sont des diplomates. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, Monsieur le Président, il faut restaurer notre image de pays vraiment stable, de pays de dialogue. Senghor disait que le Sénégal, c'est un pays de dialogue. Il faut dialoguer avec votre opposition, écouter les Sénégalais et puis faire en sorte effectivement que, comme on dit, que l'aiguille que vous avez héritée ne se perde pas. Bon, ça, c'est Sénégalais. Pour ce bien, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. En tout cas, un très grand plaisir de faire avec vous un entretien. Merci beaucoup, M. Tine. C'est moi qui vous remercie. Ok. du nekk oui du nekk non. Farba Ngom ay brouette la doon puus barki dem dama koy wax bul ma ko wax. Alors mais vous ne prendrez pas la